Si vous pouvez donner votre prénom, parce que comme ça Je m'appelle Clément, je peux vous donner mon nom, en fait, je suis délégué UPR Meurthe-et-Moselle. Clément, UPR. Voilà. Donc, UPR, c'est Asselineau, c'est un bonhomme qui connaît très bien l'Union Européenne, sortir de l'Union Européenne, c'est un des meilleurs connaisseurs de l'Union Européenne. Bon, merci d'avoir d'ailleurs participé à notre université d'été il y a 2 ans. Ouais. Alors on dit qu'il est de droite, mais... Je ne critique pas votre idée de tirage au sort pour l'Assemblée constituante. Je vais partir du principe que c'est la meilleure. Mais quel que soit votre projet, la Commission européenne ne vous laissera pas faire, car le traité et les lois vous l'interdiront. Elle vous l'interdit, c'est déjà interdit d'ailleurs. Le préalable à tout changement est la sortie de l'Union européenne. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord avec ça. Voilà, bon, je vous finis juste la fin. Priorité absolue, c'est de sortir article 50, 50 du TUE. Voilà. Mais on est ouais. C'est vrai que ça va mieux en 10 ans. Elle décide de tout, elle viole la Constitution. Aujourd'hui, en ce moment, on est sur la 5e République. J'ai à peu près compté, mais j'ai arrêté, elle viole à peu près 20 articles de la Constitution. Combien même vous y arriveriez à la faire, la meilleure qui soit. Entre citoyens qui apparemment devraient tous avoir lu Rousseau, vous avez dit, il faut avoir lu Rousseau quand même. Oh, c'est facile, Rousseau c'est court, il n'y a pas tant de choses. Quand même, bon. Qui croyez-vous qu'il adviendra de cette Constitution? Je prendrai les références, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui arrivera de cette Constitution une fois? Je pense que vous mettez la chaîne devant les deux. Voilà. Non, parce qu'on n'a pas parlé de l'Union européenne, mais si je commence à parler de l'Union européenne, on a encore pour 7 ou 8 heures, parce que je suis comme François, moi, je suis capable d'en parler pendant longtemps. C'est un piège mortel, il faut sortir de ce piège à rats. L'Union européenne est un piège fascisme 2.0. Il est voulu par les banquiers et les multinationales, comme les fascismes, comme Mussolini et Hitler, avait été voulu par les multinationales et les banques pour les débarrasser du communisme et des syndicats. Et ben l'Union européenne, ça sert à ça. On n'a plus de syndicats et il n'y a plus de communisme. Il y a un libéral, je crois que c'est Madeleine, qui a dit l'Union européenne, c'est une assurance vie contre le socialisme. Non mais c'est un piège à rats, enfin c'est un piège antisocial, un piège antipolitique. Je comprends, moi j'avais marché dans le truc, hein, j'ai voté oui au traité de Maastricht, alors qu'il n'y avait pas eu de débat sur l'article 104. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, hein, mais... parce que là, je suis vraiment intéressable. Le jeune homme, là, Clément, a raison, François Asselineau a raison. Tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne, on est dans un piège à rats où on est condamné à gesticuler, on ne changera rien, rien. Absolument. Et les politiciens professionnels qui prétendent changer les choses sans sortir de l'Union européenne, soit se trompent lourdement s'ils y croient vraiment, soit sont des escrocs s'ils savent en fait très bien qu'ils ne changeront rien dans le carcan de l'Union européenne. Donc je sais bien qu'à gauche, il y a plein de gens, j'ai plein de copains militants qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'imaginer un changement dans le carcan sans sortir de l'Union européenne parce que ça leur arrache les tripes d'imaginer de perdre ce en quoi ils ont tellement misé sur l'Union européenne, mais je pense qu'ils sont dans l'erreur complète. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est indémerdable. Regardez les procédures pour réviser la Constitution européenne, triple unanimité de la Convention qui décide du nouveau texte, des gouvernements pour le présenter, et puis des peuples ou des parlements ensuite pour le ratifier, triple unanimité à 27 ou 28, ça n'arrivera jamais. Il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose, on ne changera plus une virgule à ce truc. Donc, ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent, ça y est, ils ont réussi, ils changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rats. Chômagène, un truc qui nous condamne je ne développe pas sur l'Union européenne. Mais je suis complètement d'accord, hein, j'ai aucune opposition. Et le fait qu'on traite Asselineau de mec d'extrême droite, mais c'est du foutage de gueule intégral. Ce mec-là est le seul qui défend aussi mordicus, de façon aussi prioritaire, le truc le plus important. Il a raison de défendre ça. Alors il n'est pas du tout d'accord, Asselineau n'est pas du tout d'accord avec moi sur le tirage au sort, mais j'ai pas du tout besoin qu'il soit d'accord avec moi sur le tirage au sort pour être d'accord avec lui sur d'autres points. Il est complètement, et nous sommes complètement en désaccord sur le tirage au sort. Bon, lui, il croit qu'au gouvernement représentatif, au suffrage universel, au point même de dire que je suis d'extrême droite parce que je m'en fous, je lui en veux pas. Je suis capable de discerner chez quelqu'un, même s'il est en désaccord, même s'il me maltraite, hein, parce que sur les discussions sur le tirage au sort, il lui est arrivé de me rentrer dans le lard. Mais il a raison sur l'analyse de l'Union européenne et le détail, de la fine connaissance des pièges et de l'histoire de ce piège,
Il est irremplaçable, Asselineau. Et qu'on ne vienne pas nous raconter, il a travaillé à Pasqua, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il ait travaillé à Pasqua? Je m'en fous complètement. Voilà. Sa connaissance du sujet est très utile pour les gens de gauche. Voilà. Sur Asselineau, ça c'est réglé, c'est dit, hein, parce que on me reproche, alors soi-disant parce que je relaye Asselineau, je serais d'extrême droite. Non mais ça va pas, quoi, hein, je veux dire. Bref. Oui, sur le tirage au sort, oui. Vous centrez ça sur une assemblée constituante, vous parlez toujours de constitution, il faut écrire la constitution, etc. C'est quoi votre prénom? Qui est réécriture de la constitution, en général, il faut une Michel situation. Michel, présentant des décroissants. Pour qu'il y ait une nouvelle constitution, il faut qu'il y ait une situation révolutionnaire. Oui. Or, est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que c'est bien d'attendre une situation révolutionnaire? Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses à partir de l'existant? Et notamment, pour le tirage au sort, il y a peut-être des choses qui pourraient être faites là, ici, tout de suite, maintenant, comme par exemple la revendication d'un Sénat national tiré au sort, ou bien même au niveau régional, une chambre tirée au sort. Et donc, ce serait déjà un premier pas qui pourrait résoudre le problème, parce que de parler tout le temps de constituante, il y a un petit côté dogmatique qui nous rapproche de l'empire, de l'idéal, je ne sais pas. Et du coup, il y a peut-être des options un petit peu plus pragmatiques à prendre. À mon avis, il y aurait une majorité de citoyens qui seraient d'accord qu'on tire le Sénat actuel au sort. On pourrait axer là-dessus d'abord, plutôt que de rêver à une constitution et donc à une situation révolutionnaire qui risque de ne pas ressembler du tout à ce qu'on espère. Hein. Là, on peut peut-être demander s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur le tirage. L'aspect constituant n'est pas trop sur ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire un Sénat tiré au sort, et au niveau d'une région aussi une assemblée tirée au sort, ou bien même au niveau d'une ville, les conseils de développement qui puissent être tirés au sort. Ça, c'est des trucs assez pratiques, faisables dans une certaine... Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas incompatible, Michel. On n'est pas, il n'y a pas de désaccord. Ce que je défends, c'est-à-dire notre entraînement à être capable, le jour où ça pètera, de plus laisser les élus écrire la Constitution, parce qu'on sera capable, on se sera entraîné à l'écrire nous-mêmes, et donc on sera capable de vouloir écrire nous-mêmes, et donc on imposera, parce qu'on est nombreux, d'écrire nous-mêmes. Le fait de s'entraîner à ça une fois, 2 fois par semaine, sans savoir exactement à quelle date aura lieu le match, c'est pas du tout contradictoire avec le fait de continuer à se bagarrer sur plein de sujets concrets et pragmatiques. Hein. Je prétends pas du tout truster ou dévitaliser les luttes sociales avec cette idée-là. À mon avis, c'est juste une pièce de puzzle complémentaire sans laquelle, à mon avis, rien d'important n'adviendra. Quand vous dites, et je suis d'accord avec vous, cette idée est tout à fait séduisante, l'idée de tirer au sort le Sénat. Moi, ça fait... Depuis que j'ai découvert la possibilité de cette idée, donc ça fait 8 ans, je me bagarre pour défendre l'idée, pour expliquer comme est séduisante l'idée d'avoir non pas 2 chambres élues, mais une élue et une tirée au sort. L'une étant la chambre des partis, des professionnels, et l'autre celle des citoyens, celle qui est tirée au sort. Mais Michel, si vous attendez que des élus écrivent, parce que pour l'instant c'est les élus qui modifient la Constitution, et si on décide de tirer au sort le Sénat, c'est la Constitution qu'il faut changer. Donc si vous attendez, si vous imaginez, et peut-être que c'est moi qui me trompe, hein, mais il me semble que, imaginez que les élus vont eux-mêmes décider de se... Donc parce que pour modifier la Constitution, c'est le Congrès qui change la Constitution, et c'est donc l'Assemblée nationale plus le Sénat. Et si vous pensez que le Sénat va lui-même décider que bon, le Sénat ça a assez duré, maintenant on va tirer au sort les sénateurs et nous on va rentrer chez nous, je pense que c'est ça qui est naïf, idéal et qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire que, vous comprenez, si je parle d'un constituant de tirer au sort, c'est parce que je ne vois pas d'autre alternative. C'est-à-dire que tant que ce sont des élus qui écriront la Constitution, ils n'écriront jamais la moindre modification de la Constitution qui ira dans notre sens, à cause du conflit d'intérêts dont je parlais tout à l'heure. Donc, à mon avis, c'est pas pragmatique du tout d'imaginer que, parce que c'est juste pas possible, que les sénateurs écriront eux-mêmes la modification de la Constitution qui les destituera en mettant à leur place une assemblée tirée au sort. Ceci dit, mais je dis pas ça pour dire que je suis pas d'accord avec l'idée de tirage au sort d'une assemblée d'un Sénat. Je dis simplement que si on n'écrit pas nous-mêmes la Constitution, on l'aura jamais.
Donc, et je ne suis pas du tout dogmatique, je n'arrête pas de remettre en compte. Je peux vous dire, sur Internet, je me fais sacrément étrier, donc je me fais rancer même, donc je fais attention à tout ce que je dis, hein, et quand je me trompe, je m'adapte sans arrêt. Le dernier exemple, c'était sur la loi 73, vous savez, je ne vais pas développer là-dessus, mais bon, je peux dire d'une phrase, nous pensions que la loi de 73 avait été le facteur déclenchant de la dette, parce qu'en 73, c'est le moment, quand vous regardez les chiffres de la dette, c'est le moment où la dette commence. Les budgets en déséquilibre, les premiers budgets en déséquilibre, c'est 74, et tous les budgets ont été votés depuis en déséquilibre, et c'est ces votes en déséquilibre qui ont fabriqué la dette. Et il se trouve que dans la loi de 73, on a vu une disposition qui ressemblait beaucoup à, et qui semblait nouvelle, parce qu'on ne savait pas que ça existait avant, l'État ne peut pas emprunter auprès de la Banque centrale, et donc sans intérêt, donc ça veut dire qu'il est forcé d'emprunter au marché financier. On a cru pendant un moment, longtemps, que c'était la loi 73 qui avait déclenché. Et puis une longue controverse et ardente controverse nous a fait comprendre que c'était une erreur, parce que la loi 73 n'avait fait que recompiler toute une série de lois précédentes et en les rendant plus claires, et donc en nous rendant visible un truc qu'on ne voyait pas avant, mais qu'en fait le sabotage matérialisé dans la loi de 73 n'était pas nouveau, mais qu'il datait de plutôt les années 67. Donc 6 ans avant, en tout cas en gros. Mais en fait, la loi 73, comme le traité de 2005, nous a servi de révélateur. Donc c'est ce qui nous a alertés, ça nous a réveillés. On roupillait, on roupille plus, on s'occupe de la création monétaire. Et puis, le traité anticonstitutionnel de 2005, il apportait rien de nouveau pratiquement. Enfin, il y avait des nouveautés, mais très peu. En fait, ce qu'il y avait dans le traité de 2005, c'était construit depuis 50 ans. Et le traité de 2005 nous a servi de révélateur. On s'est battu contre ce fichu traité le jour où on s'est réveillé. La loi 73, c'est pareil. Et à cette occasion-là, je me suis transformé. C'est-à-dire que je m'adapte aux arguments qui apparaissent dans la controverse. Donc je trouve que c'est bon. Peut-être que je me trouve des excuses et qu'en fait je suis dogmatique sans m'en rendre compte. Enfin, j'ai pas l'impression de... Et ce que je dis, c'est pas... Quand vous dites idéal, comme si je me souciais pas du côté pratique du truc, mais... Au contraire, je me sens extraordinairement pragmatique quand je dis qu'il faut qu'on s'entraîne concrètement à écrire concrètement des vrais articles. Il n'y a rien de plus concret que ça. C'est justement parce qu'on ne le fait pas qu'on se fait enfumer à chaque fois qu'il y a une insurrection, parce qu'on n'est pas foutu d'écrire nous-mêmes le contrat social à l'issue de l'insurrection. On n'est pas foutu d'écrire les règles. Et c'est pour ça qu'on se fait enfumer par les professionnels de la politique qui, à tous les coups, jusqu'ici, depuis des siècles, écrivent leur puissance et notre impuissance. Il me semble que si on s'entraîne concrètement, de façon non idéale, de façon pragmatique, de façon concrète, si on s'entraîne pour la prochaine fois, à mon avis, c'est beaucoup moins idéal que enfin, à mon avis, plus prometteur que tout ce qu'on n'a jamais essayé. Ceci dit, par contre, ce qui serait intéressant sur le plan de la décroissance, c'est... Michel, c'est que vous me rejoigniez pour me dire qu'est-ce que vous mettez, parce que moi je connais pas bien le sujet, bon, j'ai plein de copains décroissants évidemment, hein, j'aime beaucoup ce que fait Paul Ariès, je le trouve très bon, mais et d'ailleurs je lui ai déjà posé la question là-dessus, il n'a pas encore répondu, mais qu'est-ce que vous écririez vous, Michel, si on vous donnait le pouvoir d'écrire la Constitution, c'est-à-dire au plus haut niveau du droit, quelles règles écririez-vous qui nous contraindrait à prendre en compte les limites de la biosphère pour prendre toutes nos décisions publiques? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la Constitution pour imposer aux acteurs, non pas tel ou tel comportement sur tel ou tel sujet, parce que ça c'est politique, il faudra qu'on le règle de façon politique, mais pour nous obliger à prendre en compte les limites de la biosphère, et donc nous contraindre probablement à envisager les conditions de la décroissance. Comment est-ce qu'on pourrait le faire au plus haut niveau du droit pour se déprendre de cette influence des lobbies, parce que c'est les lobbies qui poussent à la consommation à outrance. Comment on pourrait... Et je suis sûr que vous trouveriez de très bonnes formulations que nous ne pourrions pas faire. Si vous voulez, c'est complémentaire. L'idée que je défends, elle n'est pas en opposition avec ce pourquoi vous vous battez. Il me semble que devenir nous-mêmes constituants, écrire nous-mêmes notre constitution, c'est complémentaire avec toutes les luttes sociales. Toutes les luttes pour la justice sociale se nourriraient de la puissance que nous donnerions en écrivant nous-mêmes la Constitution. On est d'accord. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, je ne sais pas si vous avez l'impression que je me suis fichu de vous, je ne sais pas. Damien, stococrate de la première heure. Stococrate, ça veut dire tirage au sort. Je vais simplement apporter un point en complément à votre conférence.
Et ensuite une proposition. Si on veut qu'un concept perdure, tienne, il faut absolument qu'il touche le cerveau reptilien. Et là, vous allez parler de la monnaie thésaurisable, s'il en est, certains appellent capitalisme. Cette monnaie capitalisable, elle a toutes les caractéristiques d'un psychopathe. Elle est incapable de tisser des liens durables. Elle n'a aucune empathie. Elle est menteuse, elle veut tout ce que l'on veut. Donc, si on veut combattre cette monnaie capitalisable, puisque les riches en veulent toujours plus et les pauvres du courent après, la solution, à mon sens, se trouve dans la monnaie fondante. Oui, absolument. Vous tapez monnaie fondante, et ensuite vous trouverez quelque chose de assez intéressant. La proposition, je propose, puisque là, les prochaines élections européennes vont avoir lieu au mois d'avril, au mois de mai, c'est de monter une liste européenne, une liste abstentionniste. Cette liste sera une liste abstention, et nous revendiquons toutes les personnes qui se sont abstenues comme étant nôtres, et nous exigeons le tirage au sort pour la stococratie. Donc, soit trouver une liste européenne, je les attends à la sortie et on prend cette liste et on y va. La monnaie fondante, c'est... Il ne faut pas que je sois trop long là-dessus, parce que ça aussi c'est un vrai bon gros sujet essentiel. Mais en gros, dans les caractéristiques mortifères de la monnaie que je décrivais tout à l'heure, je disais qu'elle était privée, qu'elle était chère, qu'elle était rare. J'avais oublié de dire qu'elle était accumulable, qu'elle ne perdait pas sa valeur, et que donc elle suscitait l'accumulation. Une monnaie qui ne perd pas sa valeur, c'est une monnaie qui fabrique des vocations d'écureuil. Il y a des gens qui veulent la garder, et ça se comprend à tout le monde. Nous sommes tous des écureuils en puissance, on veut en garder en cas de coup dur. Mais à chaque fois qu'on en garde, elle manque aux autres. Alors qu'une monnaie fondante, une monnaie dont la valeur se dégraderait régulièrement, et il faudrait un mécanisme qui nous alimenterait en même temps pour la remplacer. Hein. Mais une monnaie qui serait fondante nous brûlerait les mains, nous ne voudrions pas la garder, parce que quand on la garde, la monnaie fondante, on s'appauvrit. Et donc ça nous incite à la retirer de nos poches et à la dépenser, et donc à la rendre disponible à tout le monde. Il faut comprendre que le corollaire de ça, c'est la fin du chômage. C'est-à-dire que quand la monnaie circule en abondance, il n'y a plus de problème de chômage, il n'y a plus de problème de sous-emploi. Le sous-emploi vient quand on manque de monnaie. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est absolument essentiel de voir le lien qu'il y a entre la monnaie et notre activité. Que dans un très très bon bouquin encore, hein, Les monnaies complémentaires de Philippe Deruder, avec une explication sur la monnaie, une synthèse. Ce gars-là explique ce que c'est que la monnaie depuis des années et des années. Il fait des conférences partout à travers le pays tout le temps, et c'est un de ses derniers bouquins, tout récent. Et il a atteint un niveau de perfection dans l'explication de ce que c'est que la monnaie, où en 20 petites pages, hein, c'est un petit format, une vingtaine de pages, on a compris tout ce qui compte sur la monnaie. Il y a une synthèse, c'est le début du bouquin, une synthèse sur la monnaie qui est remarquable. Et ensuite, il explique toutes les expériences de monnaie locale, les grandes expériences de monnaie locale, et la façon dont leurs caractéristiques, et la façon dont elles se sont éteintes. Et à chaque fois, c'est les banques centrales qui se mettent enfin, quelquefois, c'est quand ils créent trop de monnaie, quelquefois, c'est quand il y a des faux monnayeurs, mais c'est rare. La plupart du temps, quand ces expériences sont fichues en l'air, c'est parce que les riches, hein, les banques, les banquiers privés, font intervenir la gendarmerie pour mettre fin à ces expériences. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand les humains mettent en place ces expériences de monnaie locale, c'est qu'ils sont au fin fond du bidubou de la misère. 60% de chômage, la misère crasse, on n'arrive plus à échanger, plus personne ne dépense d'argent, plus personne ne gagne d'argent. C'est la commune est en train de s'asphyxier. Et le jour où le maire décide de créer lui-même la monnaie locale pour réinsuffler des signes monétaires pour que l'économie reparte, ça marche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des mois, c'est en quelques semaines, l'activité reprend et le chômage disparaît.
Quand on se remet à créer de la monnaie en suffisance, pas trop. Le danger, c'est de ne pas en créer trop. Hein, donc on sait ça, il ne faut pas en créer trop, mais en suffisance. Quand vous êtes venu à bout du chômage, vous arrêtez d'en créer, enfin vous n'en créez pas trop. Il ne faut pas créer trop de monnaie. Mais il y a un curseur. Nous saurions, si nous avions le contrôle de la quantité de monnaie, nous pourrions venir à bout du chômage. Et ceux qui aujourd'hui ont le contrôle du curseur pour savoir combien il y a de monnaie, ont besoin du chômage pour avoir des bas salaires. Le chômage permet de faire pression sur les gens, leur faire peur, et avoir les bas salaires, parce que les bas salaires, pour eux, c'est les hauts profits. C'est absolument contraire à l'intérêt général. La façon dont nous créons la monnaie et dont nous mettons le curseur pour savoir combien on met de monnaie et comment on règle le degré d'inflation, c'est absolument antisocial. Voilà, Sylvain. Je voudrais parler, je connais vos conférences, j'en ai eu plusieurs dizaines d'heures, je connais Henri Guillemin, Marion Sigaud, etc., comme beaucoup sans doute ici. Et finalement, quand on a vu une centaine de conférences, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses, et on a un tronc commun pour réfléchir. Et on se dit, comment ça se fait que les gens n'adhèrent pas à ça, et comment se fait-il que les gens ne changent pas leur vie avec ces points de vue incroyablement subtils, originaux et très différents. Et en fait, j'en parle, je ne sais pas, beaucoup ici sans doute sont des militants directs ou indirects, et essayer de transmettre cette information autour de... Bon, je vais parler de la mienne, mon information, c'est que quand j'en parle autour de moi, on me dit souvent, oui, bon, les gens ne rentrent pas dedans, les gens sont feignants, etc. C'est vrai qu'on est sous le contrôle médiatique, comme dans Matrix, pilule bleue, pilule rouge. Et donc, quelque part, il se passe un phénomène bizarre, c'est que dès qu'on remet en cause les choses de manière argumentée, après avoir mis énormément d'informations, je suppose que pour vous tous c'est pareil, il se passe un moment incroyable où on nous sort le mot conspirationnisme. C'est-à-dire que... Non mais ça c'est un point incroyable d'ailleurs. Moi j'ai l'impression, si j'apporte ma petite contribution, je pense qu'il serait très important, comme disait Confucius, le terme exact, je ne sais pas, la phrase, c'est qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'il devrait faire en tout premier pour changer le monde. Il a répondu, redonner le sens au mot. Et je pense que ce mot conspirationniste détruit 90% de toute l'énergie que l'on déploie pour essayer de les changer. Et je pense qu'il serait intéressant d'expliquer à tous ces gens de la pilule bleue, ou je ne sais plus, que en fait ils sont sous le contrôle. Ce mot conspirationniste détruit toute faculté de penser, parce qu'il ne faut pas aller loin pour se rendre compte de dans toute l'histoire humaine, l'histoire des cours de récré, c'est la conspiration. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aurais aimé avoir votre avis à ce sujet. On dit aussi c'est utopique. Ouais, plus conspirationniste. C'est plus négatif. Alors, j'ai profité de cette occasion pour pousser le bouchon encore plus loin. Nous avons besoin de conspirationnistes. On a besoin de paranoïaques. On a besoin de gens qui sont très 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 vigilants et qui voient le mal partout. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il soit, quand je dis paranoïaque, c'est une provocation pour vraiment résister à cette insulte à la con, cette insulte idiote qui est conspirationniste. Mais je pense à Marat. Marat, alors je n'ai pas pris les chaînes de l'esclavage, mais il faut lire les chaînes de l'esclavage. C'est le livre qu'il a écrit et republié. Il l'avait écrit en anglais, il l'a republié, traduit en français pendant la Révolution française. Et puis il y a un bouquin de Jean Massin, MA2SIN, donc qui est une biographie. Il explique la vie de Marat et c'est truffé d'immenses et fabuleuses citations de Marat. Donc c'est plein de pépites de Marat là-dedans. Et c'est un texte enthousiasmant. C'est-à-dire qu'en fait, ce mec-là a animé, il a animé la Révolution française. Il a donné vie au peuple, il a énervé le peuple, il l'a pas laissé s'endormir, il l'a constamment tenu en alerte contre les complots et qui étaient ourdis partout, toujours, évidemment, et il ne se trompait pas, il avait raison. Et c'était... Ce gars-là, Marat, Jean-Paul Marat, évidemment, il a été calomnié à hauteur, comme Rousseau, hein, comme Rousseau et Robespierre. Hein, donc les amis du peuple ont été copieusement salis par les puissants, les dominants. Mais c'est intéressant de voir la façon dont il est calomnié d'ailleurs. Mais je pense que ce gars-là était
un journaliste. C'est-à-dire qu'un journaliste digne de ce nom, c'est pauvre, c'est pas professionnel, ça c'est pas payé par quelqu'un pour faire son boulot, c'est amateur, ça fait le boulot parce qu'il faut le faire, et ça se débrouille pour vivre autrement. Ça se débrouille pour vivre autrement. Sa vie de bric et de broc, un journaliste, c'est pas riche. Un journaliste, c'est pas professionnel, ça travaille pas, c'est pas salarié. Un journaliste, ça ne dépend pas de quelqu'un, il doit être autonome. Et pourquoi ? Pour pouvoir dénoncer les complots librement. Donc cette histoire de complotisme, de conspirationnisme, c'est-à-dire cette injonction qui est faite à tous les citoyens de se moquer des dénonciateurs de complots, c'est très bien joué. C'est d'autant plus performant, ça marche d'autant mieux qu'ils accaparent la parole. Hein. Dans les médias, il n'y en a que pour eux, il n'y en a que pour ceux qui dénoncent, donc il n'y en a que pour la théorie du complot, qui elle est complètement fallacieuse. C'est-à-dire que prétendre qu'il y a une théorie du complot pour nous désactiver dans nos dénonciations des différents complots, c'est une théorie que j'appelle la théorie du complot, et qui est du foutage de gueule, évidemment, de A à Z, qui est juste un outil pour nous désarmer. Voilà. Donc c'est une bonne occasion de parler de Marat, qui est un penseur remarquable. Je m'appelle Jacques, et c'est trop bien, sûrement que dans toutes les personnes qui sont ici ce soir, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Franck Lepage. Oui, c'est un copain. Ouais, je m'en doute. Bon copain. C'est quelqu'un de très intéressant à regarder, qui a fait toute une série de conférences sur justement cette guerre des mots dans laquelle on est rentré, qui c'est, enfin pour moi, l'asservissement des puissants, enfin des pauvres, des petits par les puissants, se fait notamment par cette utilisation des mots. Alors c'est un des problèmes que j'ai du mal à saisir dans ce que vous dites, parce que, comme le remarquait tout à l'heure Clément, vous demandez par exemple qu'on lise tous Rousseau, et c'est, mine de rien, c'est compliqué. Ah oui ? C'est compliqué, non pas que Rousseau soit forcément du grand vol, moi je sais pas, hein, j'ai jamais lu. Enfin, comment vous pouvez savoir que c'est compliqué? C'est parce que c'est des gens qui essayent de lire, qui vous racontent? Non, c'est pas cet aspect-là qui est compliqué. Ce qui est compliqué, en fait, dans tout ce qui nous intéresse, ce qui est compliqué, c'est le temps. Ah oui, ça c'est sûr. À consacrer. Voilà, il y a, je sais pas, un peu, je n'ai pas vu toute l'assemblée ici, mais il y a sûrement quelques-uns qui sont étudiants. Il y a potentiellement aussi beaucoup de gens qui ont un travail. Et puis de l'argent pour acheter les livres, c'est cher les livres. De l'argent pour acheter les livres, enfin, encore que on peut trouver. Mais ça c'est en poche, hein. Ce genre de choses. Emmaüs fournissent aussi beaucoup de livres. Enfin, c'est la principale ressource qui manque. C'est du temps. Ça, c'est le temps. Si vous avez, je sais pas, des idées. Tu sais, sur le temps, il paraît qu'il y a les gens regardent la télévision 3h30 par jour. En moyenne, c'est-à-dire qu'avec moi qui la regarde pas du tout, il y en a un qui le regarde 6 heures par jour, hein, ou 2 qui regardent. Enfin, donc ces gens-là ont quand même du temps. Enfin, faut pas me dire qu'il manque de temps, quoi. 3h30, s'ils lisent 3h30 ou s'ils écoutent 3h30 de conférences par jour, ils vont rapidement voir leur niveau monter. Moi, ce que je vois quand je regarde mes propres enfants ou mes élèves, je vois bien qu'ils passent beaucoup de temps avec la télé ou avec Facebook, les jeux vidéo. Mince. J'aurais dû les ranger. Ah, je l'avais apporté. Il y a un bouquin de Desmurget qu'il faut que vous connaissiez. Voilà. Sur la télé, il faut lire ça. Là aussi, j'ai une quarantaine de bouquins sur la télé, les méfaits de la télé, la fabrique du consentement de Chomsky, tout ça. Donc, la fabrique du consentement, tout ce qui est la manipulation des foules, le traité de manipulation. Il y a énormément de documents sur la télé, les bouquins de Bourdieu, beaucoup de choses. Ce bouquin-là est remarquable. Scientifique, en colère, donc facile à lire. Bon, il est au vitriol. Mais il est bouleversant. Hein. Quand vous voyez les résultats scientifiques, c'est-à-dire des expériences reproductibles. On peut recommencer, on va avoir les mêmes résultats. Hein. Des expériences qui sont faites au Japon, en Australie, en Suède, évidemment en France, aux États-Unis,
États-Unis, en Angleterre, partout, absolument partout, partout sur Terre, les humains étudient les effets de la télé sur les enfants et sur les adultes. Le tableau clinique des résultats de ceux qui regardent la télé par rapport à ceux qui ne regardent pas la télé, mais c'est littéralement effrayant, les résultats scolaires en baisse, des mauvais résultats scolaires, des moins bons résultats scolaires, les enfants qui grandissent moins, qui ont des troubles du sommeil, qui ont des troubles de l'alimentation, soit qui mangent plus, soit qui mangent trop, une acceptation à la violence, et j'en oublie, mais il y en a plein de dysfonctionnements. S'il y avait une drogue qui entraîne cet effet sur nos enfants, mais on dirait, mais à interdire absolument, tu ne touches pas à ça, on dirait à nos enfants. Et au lieu de ça, c'est nous qui collons les enfants devant la télé pour faire babysitter. Après ça, ils deviennent demandeurs, mais les premiers, les enfants ne demandent jamais la télé. Alors, encore une étude, les enfants ne demandent jamais à voir la télé spontanément quand ils sont petits. C'est nous qui d'abord les mettons en disant on va contrôler le truc et ça va nous servir de babysitter commode. Et après, comme de la drogue, ils deviennent demandeurs à un tel point qu'on n'arrive plus à contrôler le truc et on finit par accepter de les laisser regarder n'importe quoi. Et c'est remarquable, hein. TV Lobotomie, c'est un titre qui n'est pas sexy, on dirait un truc commercial. TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. C'est un titre, si j'avais pas vu, il y a un article de blog qui s'appelle La télé tue, et qui est enthousiaste, qui m'a conduit à acheter ce bouquin, et j'ai bien fait. C'est un livre remuant, ça, important pour protéger nos enfants et pour que nos enfants protègent les leurs, quoi, hein. Je veux dire, là, il y a un niveau de conscience populaire pour se protéger de la télé qui est... là, il y a un outil pour... en général, quand les gens lisent ça... ils arrêtent de dire moi je peux regarder la télé en tâche de fond, parce que même sur la télé en tâche de fond, les effets sont quasiment les mêmes. C'est incroyable, hein. Un autre Étienne. C'est juste pour faire court, pour répondre au monsieur qui vient de parler justement de la réponse simple de dire bah, vous êtes en train de faire un complot. J'ai appris dernièrement qu'il y avait un processus, une mode dans notre société, et j'ai oublié le mot, qui permet simplement voilà, la stigmatisation. Donc pour moi je le comprends en fait avec quelques mots, de catégoriser quelqu'un dans une boîte, et ça y est, on l'a résumé. Et pour moi, de comprendre ce processus-là et de permettre de répondre à cette personne en lui disant bah, tu es en train de me stigmatiser, et de rentrer dans ce dialogue-là, je pense que c'est important de comprendre ce processus. Voilà. Ah oui, quand on te traite de complotiste, quand on me traite de complotiste, je vais dire, mais dis donc, t'es pas en train de me stigmatiser, toi? C'est ça? J'ai pas rêvé, tu m'as stigmatisé. Pour pouvoir aller au-delà de cette simple réponse. Voilà. Est-ce que tu serais pas un stigmatiseur? Et justement, derrière, il y a toute cette notion de « Oh, mais vous êtes en train de vous prendre la tête, oh, mais c'est pas cool, etc. etc. » où ce monde est en train justement de... Réfléchissez pas, on s'en occupe. Georges, formateur orthophonie. Je raisonne depuis quelque temps sur les outils dont on a besoin pour faire avancer. Moi, je me dis, les élections approchent. On a proposé un vote, une abstention. Je pense que le vote blanc et la réforme qui est en train d'être faite autour du vote blanc vont être une solution demain pour indiquer le nombre de personnes qui vous suivent. Car je ne suis pas sûr si aujourd'hui vous êtes capable de savoir en France combien de personnes adhèrent à vos idées, même s'il y a plein de petits détails à vérifier. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer ça? Ici, on est tous à peu près d'accord sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, sur les relations avec les autres. On est rassuré en venant ici de voir qu'il y a du monde qui pense les mêmes choses que nous. Mais au niveau national, c'est important qu'on ne se compte pas. Si on arrivait à se compter, je serais très inquiet pour la prochaine rafle. Qu'on ne sache pas combien on est. Enfin, on le sent bien qu'on est de plus en plus nombreux, mais c'est bien que ce soit flou. Aider les gens à se rassurer. C'est vrai que ça nous aiderait à nous convaincre de voir qu'il y a un élan, les gens se rassemblent sur un élan. Ça va nous aider à avancer. Souvent, on se sent isolé parce qu'on ne sait pas. En regardant un compteur d'Internet, on sait combien de gens pensent comme nous. Et je pense que le vote blanc qui pourrait être marqué, c'est-à-dire remarqué, pourrait être un indicateur pour vous et pour nous de la progression de vos idées. L'idée, c'est que sauf qu'on peut pas. Est-ce que ça progresse? Vous dites que depuis 2005, vous réfléchissez à tout ça, ça fait bientôt 10 ans.
combien étions-nous en 2005, combien sommes-nous maintenant, est-ce que le mouvement progresse? C'est difficile à mesurer. Je suis peut-être un calculateur, non pas pour embêter, mais juste pour non. voir voilà, et vous comprenez ma résistance? Par rapport à ça, excusez-moi. C'est Laurent. Quand on fait appel à des sondages, pensez à DSK, ce qui lui est arrivé. C'est pas par le biais quand il y a un sondage, toujours c'est exploité par les médias pour soit nuire, il y a toujours une arrière-pensée. Et c'est jamais comme. Moi je pense à Anonymous qui se bat pour des causes justes et justement on ne les compte pas. Ils sont fondus dans la masse, ils distillent leur poison, leur virus, comme vous savez si bien le dire, à droite et à gauche pour que ça fasse tache d'huile. Parce que le problème c'est que c'est comme la rébellion à Kiev, c'est facile de envoyer des gens là-bas, de les payer pour casser du peuple et tout ça, hein, pour les USA, la CIA et tous les avantages que Obama pourra en tirer à acheter l'Europe à moindre coût, parce que c'est ça ce qui se passe. Ils veulent acheter l'Europe à moindre coût. Donc tout ça, c'est voulu. Sur le vote blanc, bien sûr, il y a, sur le forum du plan C, il y a un fil de discussion sur le vote blanc qui est interminable. On a énormément travaillé sur le vote blanc pour savoir comment on va l'instituer. Évidemment, le vote blanc est un vote de protestation. Il devrait être comptabilisé et comptabilisé comme un vote de protestation, donc avec un effet invalidant, c'est-à-dire qu'une élection au cours de laquelle le vote blanc aurait été compté comme majorité relative ou absolue, ça dépend de l'élection du moment, ça dépend du tour, mais une telle élection devrait être annulé et les candidats invalidés ne devraient plus pouvoir se représenter. Mais tout ça ne serait possible, là encore, je ferai la même réponse qu'à Michel, c'est jamais les élus qui vont écrire cette règle-là. La règle qui nous permet de les foutre dehors en disant « mais non, mais je veux pas de crapule A, crapule B, crapule C, je veux qu'ils rentrent chez eux, j'en veux d'autres ». Voilà, cette règle qui nous permettrait avec le vote blanc de renvoyer chez eux tous les candidats d'un coup en disant « on en veut d'autres », jamais les élus l'écriront. Donc, si vous voulez, les copains qui font du vote blanc une priorité absolue, moi, je ne suis pas contre eux, parce qu'évidemment, moi, je suis pour le vote blanc aussi, mais ça ne me paraît pas, j'arrive pas à me mettre avec eux comme si c'était une priorité, parce que, là encore, si on réglait, et en imaginant qu'on règle le vote blanc, ça y est, ils comptabilisent, ils le comptabilisent, et même, ils invalident l'élection quand c'est majoritaire. Alors là, on rêve complètement, hein, mais on imagine, même si on avait ça, on s'est donné beaucoup de mal, on s'est concentré là-dessus, on l'a obtenu. Et attends, le capitalisme et toutes les saloperies, toutes les parties anticonstitutionnelles de la Constitution restent. On n'a réglé que le vote blanc, c'est-à-dire que la possibilité dans une élection de... Tu vois, c'est insuffisant, tu vois, pour se mobiliser, à se donner de la peine, donnons-nous les moyens de réécrire à tout l'ensemble équilibré, quoi, alors, un ensemble complet. Tu comprends ce que je veux dire? Donc et en plus, quand on dit, imaginons que, mais on pourrait faire ça d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que ça, moi je vais voter blanc, c'est sûr, je vais voter blanc, je vais pas voter autre chose. Hein. Donc, je me fabrique mes bulletins blancs, puis j'en laisse à côté des autres, et puis, mais ça changera rien, et je peux pas. Qui va pouvoir se prévaloir des votes blancs en disant, comme l'autre tout à l'heure qui me disait, tout à l'heure c'est marrant, qui disait, j'ai oublié son nom, Damien, qui disait, on va truster les voix des abstentionnistes, c'est marrant comme tout, c'est vrai, mais c'est pas légitime, c'est-à-dire que c'est marrant, mais c'est pas légitime, parce que, évidemment, personne peut dire, tous les abstentionnistes, en fait, sont derrière moi. Et on pourra pas faire pareil. Alors, mais c'est bien parce que ça fait parler d'un mouvement, mais c'est pas légitime. Et pareil pour le vote blanc, on va pas pouvoir dire le vote blanc défend l'idée du tirage au sort, enfin vous voyez, c'est pas, ou de la vraie démocratie. Je comprends qu'on essaie de trouver des moyens de récupérer un peu de puissance avec ce fichu système dans lequel il est programmé que nous n'aurons aucune puissance. C'est tentant, on essaye, mais moi je mets plus un liard sur l'élection. J'ai compris que c'était un piège à con. J'ai compris que c'était pas un slogan. Élection piège à con, c'est la réalité la plus importante du gouvernement représentatif. C'est-à-dire que c'est vraiment un piège. Ça nous désactive. Ça nous distrait, ça ouvre une soupape qui fait qu'il y a moins de pression et qu'on n'explose pas. Mais ça va, maintenant j'ai compris, enfin les élections, je compte plus dessus. Vous n'avez pas de parti en votre nom, je comprends. Ouais. Vous n'avez pas de mouvement. Non, il pourrait y avoir. C'est pas que je veux pas. Est-ce qu'il ne pourrait pas, sous une forme, un logo, un système, moi j'ai proposé le point d'interrogation,
être un marqueur. Je vais voter, je mets quelque chose dans le bulletin, mais je ne vote pas ces messieurs, je ne m'abstiens pas. Je dis, je veux autre chose. Et je le marque, ces votes blancs ne disparaissent pas. Les assesseurs, ceux qui... Ils les gardent. Hein. Ils les gardent, ils les voient, il y a des témoins. Et il serait un marqueur, si vous voulez, on repérerait partout, sans pour autant adhérer à un mouvement. Et je comprends tout à fait votre démarche. Mais il faudrait que ça apparaisse en dehors de la sphère Internet et des conférences, car vous n'apparaissez que très très rarement dans la sphère dont on a dit tout à l'heure qu'elle était virale auprès de nos enfants, la télévision. Ils n'ont pas accès à ce que vous dites. Nous sommes tous des adultes, mais c'est eux, la future génération. Sur Facebook, il y a beaucoup de jeunes gens. Hein. J'espère qu'ils le font. Enfin, moi, mes élèves qui ont entre 18 et 25 ans, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent même pas ce que c'est que le tirage au sort, et ils vont sur Facebook. Mais vous savez... Il manque un passage, une transition entre cette situation, notre État, et ce que vous proposez. Il faut passer par les outils. Je ne sais pas s'il faut passer par l'élection. Il me semble que si, quand vous rentrez ce soir, vous organisez un atelier constituant avec vos voisins qui n'étaient pas là ce soir, et si vous prenez deux ou trois de cette assemblée, et vous invitez 2 ou 3 voisins, bah, au début, vous prenez les plus faciles, ceux qui sont presque mûrs, là. Et puis ensuite, vous en prendrez les plus coriaces parce que vous serez entraînés sur des cas faciles. Mais si vous faites ce travail d'éducation populaire, ce travail de fourmi, comme ce que je fais moi, bah, moi j'ai de la chance, j'arrive à parler à des centaines de personnes. La conférence de Genève, elle est en train d'arriver à 1 million. Donc ça, c'est du pot, bah, j'en profite. Mais je fais comme les colibris, quoi. Je fais ma part, je fais ce que je peux. Si on fait tout ça, il va se passer un truc, et on n'a pas besoin des élections, on n'a pas besoin de journalistes, on n'a pas besoin des députés, on a besoin de personne. C'est entre nous le truc. Tu comprends ? Ce truc-là, pardon. Quand est-ce que vous allez vous apercevoir qu'il se passe ce truc ? Il est en train de se passer. Il est en train de se passer. Je crois qu'il est en train de se passer. Il va apparaître, il va, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ne va pas avancer. C'est quoi ton prénom ? C'est Georges. C'est Georges, hein ? Oui. Je suis comme toi, comme vous. Je suis en attente. Hein. Oui, bien sûr, mais moi aussi, j'aimerais voir le système en train de grandir. Je me persuade qu'il est en train de grandir. Je vois quelques signes au nombre de mails et aux inscriptions sur Facebook. Et en même temps, je répète, c'est extrêmement important que je sois capable de mobiliser, de faire le colibri sans être sans être dans un raz-de-marée. Il faut que je sois capable de me donner du mal, alors qu'on n'en est qu'au début et on n'est pas nombreux et je me donne du mal quand même. Il ne faut pas que j'attende. Si je suis obligé d'attendre qu'on soit des millions déjà pour me commencer à me donner du mal, c'est qu'on n'a pas trouvé les bons mots, quoi. Il faut trouver des mots qui font qu'on se donne du mal, même si on est encore très peu nombreux. Et de toute façon, tout ce qui est grand a commencé par être petit. Voilà. Donc c'est le fait qu'on soit petit, pas un problème. Ça va grandir. Il faut juste qu'on s'en occupe en trouvant les... Alors tu parlais d'outils. C'est vrai qu'il faut qu'on fabrique des outils, des vidéos, des jeux, des bandes dessinées, des morceaux de musique, un slogan marrant qui buzz. Des expériences alternatives. Des expériences, des ateliers un peu partout qui se multiplient. Mais enfin, il faut arriver à trouver des outils. Mais bon, ça c'est le cerveau collectif, c'est le boulot du cerveau collectif d'inventer des trucs qu'on n'a pas encore inventés. Et c'est peut-être quelqu'un qui connaît rien au sujet qui va nous trouver le slogan qui buzz sa mère, comme disent les enfants. Si ça se trouve, vous débarquez dans le sujet, vous connaissez encore rien, mais c'est votre cerveau qui va trouver la bonne idée qui nous manquait jusque-là. Donc il faut qu'on essaye plein de trucs. Essayez, enregistrez-vous quand vous faites vos ateliers constituants, filmez quand ça vous paraît un tant soit peu bon, essayez de le publier pour qu'on voit. Si ça se trouve, c'est votre sincérité, même un peu maladroite, mais incroyablement peut-être marrante ou interpellante, qui va se répandre dans un milieu que vous n'avez pas, improbable, que vous n'aviez pas prévu. Il faut qu'on essaye les trucs. Il faut qu'on essaye plein de formes différentes pour contagier. J'invente le mot, j'en ai besoin. Je contagie, nous contagions. Mais je préfère contagier parce que contaminer, il y a une connotation péjorative. Et alors que contagier, je trouve ça marrant.
et puis voilà, et en face, ils n'arrêtent pas de me piquer des mots, alors je me permets d'en inventer. Enfin bon, ça n'a pas d'importance. Ce que vous avez dit sur la télévision. C'est quoi votre prénom? Vous avez dit que c'est nous, parents, qui... collons les enfants. Collons les enfants pour remplacer un babysitter. Oui. C'est pas fort. Vous oubliez aussi peut-être une autre chose, c'est les enfants, ils sont encore plus sensibles peut-être que nous au conformisme. Et à l'école, il faut avoir vu la télé. Il faut avoir le blue jean, et il faut avoir vu l'émission à la con la veille. La télé est important. Je me rappelle chez moi, on n'avait pas la télévision. Et j'ai expliqué à mon fils que ça ne se voyait pas parce que j'avais l'antenne de télévision. Et du coup, lui, il arrivait à écouter les copains et à faire croire qu'il avait la télé. Et maintenant, il regarde pas la télé, bien sûr. Mais il fallait qu'il... Il y a des âges plus ou moins sensibles, mais il y a des âges où le conformisme est extrêmement important. Et comme vous parliez du rejet, le rejet, c'est dans la société. Quand vous êtes une minorité, vous n'êtes pas conforme aux autres, au schéma global, ou bien tout de suite, on vous calcule, non mais celui-là, il est asocial. C'est une bête malade. Hein, il est asocial. Et du coup, c'est encore pire que c'est pas simplement la stigmatisation, c'est qu'on vous fait comprendre. C'est l'ostracisme. Dans tous les corps humains, il y a quelques cellules qui sont foireuses, on les laisse vivre. Et encore. C'est quoi votre prénom? Bonsoir David. Alors moi en fait j'ai regardé pas mal de vos conférences, je suis même assez intéressé par votre travail. Par contre il y a vraiment une chose sur laquelle je pense que vous n'insistez pas assez, c'est vraiment, comme a dit tout à l'heure Clément, sortir de l'Union Européenne. Parce que si vraiment on veut, je suis désolé d'insister là-dessus, mais si vraiment on veut par exemple faire notre système de vote blanc, que je trouve vraiment très intéressant, je vois vraiment pas d'autre solution. Et du coup, en fait j'ai du mal à comprendre. Vous parlez beaucoup de résistants et de conséquences, que les résistants défendent une conséquence, mais en fait j'ai l'impression que vous faites un petit peu la même chose. Parce qu'on s'évade de l'essentiel qui est que... je suis désolé, mais... Je vais vous répondre. En fait, je comprends votre système que ce soit nous qui écrivons la Constitution, je suis très d'accord avec ça. Par contre, où j'ai un problème, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on met ça en avant, et du coup, on oublie l'essentiel qui est déjà de pouvoir reprendre un pouvoir de décision, et seulement... pour moi seulement après, on pourra écrire notre Constitution. Alors, j'ai l'impression que vous vous trompez parce que moi j'analyse l'Union européenne comme une conséquence de notre impuissance et pas comme une cause. C'est une cause, mais c'est parce que nous sommes impuissants que nous n'arrivons pas à en sortir. Pour en sortir, il faudrait que quelqu'un, un de nos représentants, applique l'article 50 TE. Ça, François ne le dit pas. Enfin, si, il le dit bien sûr, mais ce qu'il ne dit pas... Mais bien sûr, non, mais bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, il dit que ça, qu'il faut utiliser l'article 50, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que jamais les élus ne le feront. C'est pour ça qu'on lance un mouvement de rassemblement, justement pour que, quand il y a des gens, par exemple, qui sont contre le nucléaire, enfin, pour le nucléaire... se battre contre, ou alors la dette, ou alors ce qu'on veut, le vote blanc, ce qu'on veut. En fait, il faudrait... Vraiment, l'essentiel est là, quoi. C'est si on ne sort pas avec l'article 50 et qu'on ne se rassemble pas tous en se disant « Ok, moi je suis plus orienté sur la dette, moi je suis plus orienté sur ceci », si nous on ne prend pas sur nous à se dire « Ok, moi mon sujet perso, je le calme un petit peu », oui, moi je peux le faire. Sortir de lieu, et après, tous ensemble, on décide de réécrire notre constitution, de ce qu'on veut, quoi. Je pense que dans les résistants au piège de l'Union européenne, je pense que François est le premier, mais je ne vois pas qui y aurait comme deuxième à part moi. Hein. Donc je suis vraiment en bagarre contre l'Union européenne. Et donc, mais c'est que, attends, pour appliquer l'article 50, il n'y a que les élus. Or les élus, l'Union européenne, ça fait 50 ans qu'ils y travaillent. 60 ans qu'ils y travaillent. Pour eux, tout se passe comme prévu. Enfin, leur plan arrive à réussir. Tu penses bien que jamais, mais plutôt crever que d'appliquer l'article 50 qui va les faire sortir. Ils le feront jamais. Alors, que François Asselineau dise « mais il n'y a qu'à voter pour moi par millions », c'est-à-dire qu'il faut être plus nombreux que ceux du PS.
Oui, ok, c'est vrai que c'est une possibilité, c'est pas une impossibilité, il n'y a pas d'impossibilité. Mais excuse-moi, c'est à peu près aussi idéaliste que celle que je défends, qui consiste à dire de façon pratiquement aussi peu immédiate, préparons-nous à écrire nous-mêmes non seulement la sortie de l'Union européenne qu'on ne manquera pas de déclencher si on s'insurge, mais en même temps l'écriture des institutions qui vont nous protéger contre les prochains fabriqueurs de l'Union européenne. Avec ça, je suis vraiment d'accord avec vous. La seule chose que je vous demande... C'est que je parle plus souvent de l'article 50 et de... En fait, à chaque fois, vraiment préciser ça aux gens, parce que très peu de personnes... Je tâchais d'y penser. C'est juste parce que moi, ça m'écorche pas la bouche, hein. J'ai aucune difficulté à dire que l'Union européenne est un piège néofasciste, un projet de multinationale et de banque qui est fait contre nous, contre le peuple, et que tout projet de gauche digne de ce nom devrait être de se barrer de ce truc. Bon, voilà, donc je peux le dire et le répéter, mais là encore, j'ai l'impression de radoter et sans être à la cause des causes, c'est-à-dire que je suis sur une conséquence et comme sur le libre-échange, comme sur toutes les modalités que nous impose l'Union européenne, on est sur les conséquences. Non, je ne suis pas d'accord à dire que c'est la cause, moi. Parce qu'en fait, si la Constitution européenne, ça c'est quelque chose qu'on nous a amené, et maintenant, la conséquence c'est qu'on ne peut plus réécrire par exemple notre Constitution, mais je veux dire, on est quand même bloqué par un système, quoi. Donc si on veut l'écrire, il faut quand même à un moment se dire... ok, le système marche pas, en plus il y a un article qui est possible d'écrire pour en sortir, et après on décidera de tout ce qu'on veut, quoi. Moi en fait, je me dis, je suis plus dans une réflexion à me dire, quand tous mes essais personnels, moi avant je suis tombé sur plein de vidéos, je suis parti un peu dans tous les sens, mais maintenant je suis plus à me dire, ok, tout ce que j'ai vu, que ce soit sur l'alimentation, sur les pires trucs qu'on peut voir, mais... Il y a un truc prioritaire. Il y a un truc absolument prioritaire, c'est de sortir de l'Union européenne. Je comprends ça, hein, je comprends et je partage. Voilà, je partage. Simplement, je vais pas me... Enfin, excusez-moi, je dis tellement de mal de l'élection, de ce faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres, que je me vois mal défendre comme solution unique et principale de choisir un maître meilleur que les autres. Ce que je cherche est plus émancipant que ça. Voilà, donc j'arrive à la fois à trouver le travail de François Asselineau salutaire, utile, d'utilité publique, et ne pas m'en remettre à lui comme un meilleur maître que les autres. Voilà. Donc, c'est normal, je suis d'accord aussi. Voilà. Moi, il y a plein de sujets où je ne vais pas être d'accord, mais en fait, je pense que c'est vraiment là, enfin, pour moi, l'essentiel est là, en fait. Arrivé sur l'ange. Mais bon, moi, je suis une orpheline de choix, parce que aujourd'hui, parce que je ne suis pas tous les jours sur Internet, je ne connaissais pas, mais je savais que vous existiez, et même depuis 8 ans. Bon, mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que toute réflexion sur la démocratie, absolument tout de votre réflexion m'interpelle vraiment au sens fort du terme, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est dans quel sens on prend les choses. Il faut que nous écrivions, préparer la future constitution, d'accord, 99% de la société. Et qu'est-ce que vous faites des élus en attendant? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous passez par une insurrection d'abord, ou vous éliminez les élus? Puisqu'on vote pas, il y a un truc, voilà. Méthodologie de projet. Cette référence à la révolution qui me passionne toujours aussi. Voilà, je ne sais pas très bien comment on prend les choses. Mais je reconnais que je l'arguise qu'aujourd'hui. Non mais c'est vrai, mais de toute façon c'est normal, il faut que je répète ça, parce que c'est une question récurrente qui revient tout le temps. T'es gentil, Chouard, avec ta constitution, tes ateliers, mais comment ça va se passer concrètement? Moi je suis pas devin, je peux pas savoir comment ça va se passer. J'ai l'impression d'avoir trouvé une racine de notre impuissance et une action que nous pourrions mener, que nous devrions mener pour
déjà avoir envie que cette impuissance cesse, c'est-à-dire donc de devenir constituant, c'est-à-dire de nous rendre capables d'écrire pour pouvoir vouloir écrire et ensuite se débrouiller pour être nombreux à vouloir écrire. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est-à-dire qu'il manque le déclencheur, puisqu'on va avoir en travers, dans notre chemin, on va avoir une paille, tous les élus, tous les partis, tous les médias, de tous les bords, on va avoir tous les puissants, donc tous les grands industriels et les grands banquiers, on va avoir donc rien que ça, quoi. Hein. Donc comment on va faire? Ben, écoutez, je ne peux pas dire comment ça va se passer. J'imagine deux solutions, et il y en a une qui ne me séduit pas du tout, je vais vous dire pourquoi. Je vais commencer par elle. Il y a une hypothèse pacifique, tout à fait pacifique, qui consiste à se présenter aux élections avec comme seul programme d'organiser, donc le gars qui serait élu président de la République française, il aurait, dans la République française, soi-disant République, il a énormément de pouvoir, il est le chef des armées, il nomme à tous les emplois civils et militaires, il peut utiliser l'article 16, enfin il a toute une série de moyens très très puissants pour, et alors s'il s'engage à mettre en place un immense débat national avec un processus constituant populaire. Et lui, se promettant d'être garant de ça, c'est-à-dire de mettre toutes les forces que lui donne la Constitution pour permettre au peuple d'écrire lui-même sa Constitution, avec ou sans tirage au sort, avec peut-être possiblement d'abord dans toutes les communes, tous ceux qui veulent l'écrivent, et puis il y a un projet national de synthèse, de regroupement des idées, et puis si ces gens-là sont débordés, parce que 36 000 projets de constitution, c'est monstrueux, c'est inhumain, je les vois bien appeler à l'aide en disant au secours les gars, on n'arrive pas, là on en a déjà lu 100, mais on est complètement débordés, vous êtes trop nombreux, mais ce qu'on observe, on vous dit ça, c'est que ce qu'on observe, c'est que vous défendez tous pratiquement, à tel et tel détail près qu'on va vous dire, mais vous défendez tous à peu près la séparation des pouvoirs, la reddition des comptes, les mandats courts et non renouvelables, la révocabilité à tout moment, le référendum d'initiative citoyenne législatif, abrogatoire, révocatoire et constituant, donc les 4 référendums d'initiative citoyenne, vous tous, après que vous ayez un peu travaillé, vous dites la même chose. Donc vous êtes là, vous êtes en train de nous noyer sous 36 000 projets qui se ressemblent beaucoup. Nous avons pour l'instant repéré quelques options donc, qui varient mais en gros vous écrivez tous la même chose, on est débordé, ça monte en puissance de façon exponentielle, help, au secours demande l'Assemblée centrale qui essaye de centraliser, et elle dirait, dans la façon dont j'imagine que ça se passerait, elle dirait mais on n'est pas obligé d'écrire 36 000 fois la même chose, on suggère qu'on en prenne 4, 5, 10 communes un peu partout dans le pays, qu'on tire au sort, et puis on les regarde faire. C'est-à-dire qu'on arrête d'écrire tous en même temps, mais on laisse une dizaine de communes écrire 10 projets constituants, librement, mais sous notre regard sourcilleux et quotidien. Et donc là, le président qui a été élu continue à surveiller que tout ça se passe bien, que les banques ne viennent pas circonvenir les constituants en venant les visiter en secret pour qu'on écrive des règles sur la monnaie qui soient contraires à l'intérêt général. Et donc là ce gars qui a été élu avec ce programme pour ne faire que ça, laisse l'équipe précédente expédier les affaires courantes, ou vous pouvez peut-être réfléchir à ça, mais bon, ne fait pas de politique au sens classique, mais ne s'occupe que du processus constituant, et au bout de 6 mois, fait voter non pas un projet, mais 2 ou 3 projets, ou bien un projet avec des options, c'est-à-dire qu'on voterait non pas pour le truc en bloc, mais la première partie, ou bien les 3 premiers articles qui vont ensemble, on les a mis ensemble parce que si on perd un, il faut retirer les 3, parce qu'ils vont ensemble les 3 articles. Donc ces 3 articles, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Et puis ces 5 articles, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Et puis ces 8 articles, est-ce que je suis pour? Donc on voterait non pas pour la Constitution en bloc, vote en bloc qui est une façon de nous imposer les pires crapuleries, hein, c'est comme ça qu'on nous fait passer des dépossessions totale, parce que c'est oui ou non, et on peut pas nuancer notre vote. Et donc, le gars qui aurait été élu avec ce pouvoir puissant et qui s'en servirait pour défendre un processus constituant honnête et populaire, et puis à la fin, donc il y a un vote, les institutions se mettent en place avec une nouvelle, donc des assemblées, des chambres de contrôle, je ne sais pas ce que va écrire l'Assemblée constituante, donc des chambres de contrôle tirées au sort par exemple pour tous les pouvoirs, et puis une fois que les institutions sont en place,
Le gars a promis et il se barre. Et il démissionne, voilà, il a fait son boulot. Ok, ça c'est un plan, c'est pas impossible ce truc-là. Il y a juste un bémol, c'est que celui-là, si jamais il a une chance de gagner l'élection, c'est-à-dire que ça se voit avec les sondages, eh bien lui il est mort, il va mourir, voilà, simplement. Alors ça, excusez-moi, je ne suis pas volontaire. Voilà, ça me paraît pas, ça va pas marcher. Ce plan-là, il me semble, ne va pas marcher. Ils en ont massacré pour beaucoup moins que ça. Donc, je suis désolé. J'ai pas d'autre issue que enfin pour l'instant, mais peut-être que vous allez trouver, votre cerveau collectif va trouver une autre issue, mais à la tunisienne, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'en aillent tous, quoi. Hein, dehors, quoi. Hein, et oui, il y a une phase de violence. Si on n'est pas nombreux, il faudra que ce soit violent. Mais si on est immensément nombreux, comme ils ont été en Égypte, là, vous avez vu combien ils étaient en Égypte? Ils étaient tous dehors. C'est incroyable. Il y avait un monde fou. Et si on était très nombreux. Non mais la police, elle ne va pas tirer sur ça. Non, je ne crois pas. La police, l'armée, elle ne va pas tirer sur le peuple entièrement dehors. Donc, il me semble que ce travail alors bon, mais je me trompe peut-être, mais bon, bah bon, voilà. Et la version 2, c'est quoi? La version 2, c'est ça. C'est une insurrection par des gens qui sont très nombreux et déterminés. À ne pas laisser écrire la Constitution par les professionnels de la politique. À mon avis, c'est ça qui va tout changer. Parce que à chaque fois on se fait enfumer comme ça. Regardez l'histoire des constitutions. Il y en a quelques centaines que vous pouvez consulter sur le net. C'est toujours des professionnels de la politique qui les ont écrites. Toujours. Et regardez, toutes les constitutions sont en fait des anti-constitutions. Au lieu d'être des protections, c'est des prisons. Et elles programment toute l'impuissance du peuple. Toute, il n'y a pas d'exception. L'impuissance des gens. Pourquoi? Parce qu'elles ont été écrites par des professionnels. Et quand les professionnels écrivent la Constitution, ils programment quoi? Leur puissance. Mais je vous prédis que ça se passera de la même façon pour nous, même s'il se passe une insurrection merveilleuse, pas violente, on arrive à les foutre dehors. Si vous élisez une assemblée constituante, vous retomberez dans la même prison qu'aujourd'hui. La même, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ce que je défends comme idée, et j'ai l'impression que c'est original et prometteur, c'est que pour que ça change, il faut qu'on s'entraîne. Parce que pour l'instant, on ne sait même pas ce que c'est qu'une constitution. Alors encore bien plus loin de savoir l'écrire, et donc pas capable de le vouloir. Donc mais c'est pas très compliqué ce que je dis. Hein. Il suffirait qu'une fois par semaine, mais il faut le faire une fois par semaine, il ne faut pas dire, parce que si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Si ce soir, votre réflexion sur la Constitution s'arrête, ou bien si vous butinez de temps en temps à regarder une vidéo sur le net, mais si vous ne faites pas d'atelier constituant, c'est mort. Voilà, ça ne se passera pas. C'est une idée à la con, ça ne marchera pas. Voilà. Ça dépend de vous. Là, ça dépend de vous. Là, moi, je fais ce que je peux. Hein, je viens d'Aix. Et puis, samedi prochain, c'est une autre. Et après, c'est une autre. Faites pareil. Faites pareil. Il va se passer quelque chose qui va changer. Si vous vous arrêtez en disant, tiens, c'est intéressant ce qu'il a dit ce gars-là, et puis vous ne faites rien, eh ben, bon, voilà, je ne veux pas faire le Cassandre et décrire l'avenir que nous réservent les banquiers, mais bon, regardez ce qui se passe en Grèce, ça craint au dernier degré, quoi. Voilà, ça craint. Donc voilà, Solange, c'est Solange. Il me semble que cette préparation est une étape obligée. C'est pas une garantie, je suis désolé, je peux pas garantir, mais on ne changera pas les choses sans faire ça. Monsieur là-bas. Oui, bonsoir Étienne, c'est Patrice. On s'est déjà parlé par Facebook et Internet. C'est quelle Patrice? Ah oui, dis donc, il faudra qu'on se serre la pince et qu'on s'embrasse tout à l'heure. Alors, il est vachement important, il est super ce gars-là. Là, sur Facebook, il y a des gens vraiment épatants. Et voilà, il y en a aussi, mais bon. Je veux dire que la démocratie que nous défendons à l'autre repose, à mon avis, sur deux piliers. Le tirage au sort que tu défends, et puis également le référendum du peuple populaire. Et je crois que la meilleure façon d'arrêter le morceau, c'est par là. Parce que lorsque vous parlez entre vous et le tirage au sort, les gens ils vont faire des gros yeux, ils vont dire mais c'est pas cette histoire, ça peut commencer n'importe qui, des gens incompétents, etc. Et par contre, pour le référendum populaire, c'est déjà acquis. 80% des Français sont pour, même plus. Donc, si on pouvait commencer par mettre le paquet là-dessus, informer les gens, et puis
réunir, manifester devant nos etc. Parce qu'ils écrivent ça en constitution, et bien on pourrait se servir après de l'outil pour obtenir, par exemple, une substance tirée au sort, ou n'importe quoi. Mais d'abord, il faudrait passer par là. Et je crois que c'est facile parce qu'au niveau de légitimité, il n'y a pas d'argument contre. Les Suisses, ils l'ont aussi. Ça marche très bien là-bas. Ils ont également compliqué. Et Patrice, qui va l'écrire cet article 3? C'est formidable. Il y a une association qui s'appelle Article 3 qui est animée par Yvan Bachot et puis ce zèbre-là aussi, qui sont très toniques et très intéressants. Je suis complètement d'accord. Hein, le référendum d'initiative populaire, dans une démocratie représentative digne de ce nom, c'est-à-dire avec des représentants sous contrôle, des représentants qui soient nos serviteurs et pas nos maîtres, le référendum d'initiative populaire serait l'outil central qui nous permettrait de garder le contrôle, de jamais nous faire trahir et qui permettrait de résister. Le problème, c'est que c'est écrit dans la Constitution, ça devrait être écrit dans la Constitution. Si on le veut, il faudra l'écrire dans la Constitution. Et donc, ceux qui sont capables de l'écrire dans la Constitution, aujourd'hui, c'est les parlementaires. Et ce que je réponds à Yvan de façon insistante, on s'aime bien, mais on n'arrive pas à être d'accord là-dessus. Je lui dis, et tu vas peut-être répondre pour lui, Patrice, mais je lui dis, mais il n'y a aucune chance pour que les élus nous donnent l'article 3 plus qu'un autre article. C'est l'article qui craignent le plus. Le fait que nous reprenions le contrôle en toute matière de notre propre initiative législative, donc pour créer des lois dont eux ne veulent pas, mais dont nous voulons. Abroger des lois, donc référendum abrogatoire, pour abroger, donc supprimer des lois dont nous ne voulons pas et qu'eux veulent nous imposer, comme sur les retraites par exemple, ou sur 1000 autres sujets. Ou le référendum révocatoire qui permet de virer quelqu'un dont on estime qu'il a trahi. Imaginez par exemple, supposition, c'est une hypothèse d'école, mais pour vous imaginer, imaginez le ministre du budget chargé de contrôler la fraude fiscale se mette à faire lui-même de la fraude fiscale. Un référendum, c'est une hypothèse, hein, mais un référendum d'initiative populaire révocatoire nous permettrait de le virer manu militari sans autre forme de procès, sans qu'on puisse être court-circuité par d'autres institutions. Et quatrième référendum constituant qui nous permettrait de changer la Constitution. On est d'accord avec Yvan, et je suis d'accord avec toi évidemment, sur cette centralité du référendum d'initiative populaire, d'une véritable initiative populaire, avec un tout petit nombre de citoyens qui peut interpeller les autres sur des questions de son choix. Mais, comme je disais à Michel, comme je disais à Georges, à propos du vote blanc, si on attend que les élus nous donnent ces choses-là, on va attendre la vie des rats, comme on dit dans le Midi. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi ça n'arrivera jamais? Parce que c'est leur mort politique, ce truc-là. Alors Yvan me dit, mais pas du tout, si on est des millions, comme tu dis dans la rue, à réclamer, si on est des millions. Mais moi je réponds à Yvan, si on est 20 millions dans la rue, 20 millions dans la rue, le rêve, ça y est, on y est tous, on demande. Je te dis qu'ils ne te donneront pas le référendum parce que c'est pire que tout pour eux. Ils se mettent ipso facto au chômage. Ils ne te le donneront jamais. Ils te donneront, c'est ma tête, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, donc je m'énerve, je ne devrais pas, mais je les vois tellement me tromper à tous les coins de rue, sur tous les sujets, à la moindre virgule, dès qu'ils écrivent un mot, c'est contre moi, que je ne m'attends pas à ce qu'ils me donnent le référendum d'initiative populaire, même si j'étais 10 millions, tu comprends? Donc, mais ceci dit, il faut quand même aller voir, hein, parce que c'est quand même, il faut voir le travail que fait Yvan sur le référendum d'initiative populaire, cet article 3, donc il suffirait, d'après lui, et c'est vrai que si on arrive à changer l'article 3 de la Constitution, en signalant simplement que, en plus des possibilités pour faire la loi, il y a la possibilité du référendum d'initiative populaire, il n'y a pas grand-chose à rajouter. L'article, il est à peine plus long, hein, vraiment, il s'en faut pas grand-chose, c'est feignant de parlementaire, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas qu'ils soient feignants, c'est qu'ils n'ont pas envie, ils le feront jamais. Donc voilà, il y a une... voilà, peut-être que tu peux me répondre si tu trouves qu'il y a quelque chose que j'ai mal dit, mais... Je me pose une question, c'est pas comment on va la répondre, mais comment eux vont faire pour
nous le refusez parce qu'il n'y a aucune légitimité à nous le refuser. Mais comment ils ont... Attends, tu es au courant du coup d'État de 2008. Nous venions de voter à 57% non sur un traité. 3 ans plus tard, ils nous le collent par voie parlementaire. C'est un viol, un véritable viol. Voilà, ils nous ont violés en 2008, 4 février 2008. Souvenez-vous de cette date, c'est la date d'un viol suprême. Hein. Ils ont mis dans la Constitution française l'anti-constitution européenne. C'est la pire des saloperies, c'est des traîtres à la patrie, ces gens-là. Tu crois que ça leur fera peur de nous violer encore une fois? Mais ils sont... Hein? On ne sait pas combien on sera. Mais... Ça veut dire que vous partez de qui sont absolument tous accrochés. Ah oui, ah mais oui. Absolument. Non mais ça me... Enfin, je me trompe peut-être, hein, et je me fais peut-être une idée noire de... Il y en a quand même qui réfléchissent. Oui, non mais quelques-uns, mais c'est une majorité qui décide au Parlement. Le fait qu'il y ait 2 ou 3 ou 4 ou 10 parlementaires formidables, des Robespierre qui traînent là-dedans, ne nous sauve pas du tout. C'est la majorité des... Ils s'accrochent comme des arapèdes. Les arapèdes, c'est des... Comment on appelle ça? Les arapèdes, c'est le nom qu'on donne dans le Midi. C'est des espèces de chapeaux, vous savez, sur les coquillages qui s'accrochent au rocher. Là, c'est les arapèdes. Ils s'accrochent au pouvoir comme... Je les appelais des arapèdes cratocrates. Cratocrates, c'est-à-dire qu'ils sont le pouvoir pour le pouvoir. Et ils s'accrochent comme des moules à leur rocher. Ils ne lâcheront pas leur pouvoir. Hein. C'est pas à eux d'écrire la Constitution. Alors, c'est quoi votre prénom? Alain. Moi, je voudrais juste poser une question pour voir si j'ai bien compris, en fait. Dès lors qu'on arriverait à être 10, 12 ou 15 millions, enfin un peu un grand nombre, dans des structures en rhizome, il faudrait attendre un déclencheur style égyptien ou tunisien pour, à ce moment-là, avoir une constitution et la proposer, et pas se laisser reprendre le pouvoir. La proposer et la défendre. Hein. C'est-à-dire que si on est nombreux à avoir compris le truc, vous allez voir dans les ateliers constituants, dans vos ateliers, vous allez sûrement réfléchir à et cette constitution, comment on fait pour ne pas se la faire voler? Comment on fait pour l'appliquer? Comment les citoyens peuvent défendre eux-mêmes les armes à la main? Excusez-moi, je sais que c'est un sujet tabou, mais... il va falloir qu'on défende nous-mêmes ce texte. C'est-à-dire que notre souveraineté que nous sommes en train de gagner, on va vouloir nous la voler. Hein. Je veux dire, les forces sont telluriques, là, c'est puissant. Hein. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va mettre dans la Constitution pour nous donner la puissance souveraine, mais en même temps la puissance de protéger le texte en question. Donc... la façon dont on va écrire le texte sera importante pour sa durabilité. Mais ça, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on en parle. Hein. Moi, je suis pas omniscient, je ne sais pas tout. Il y a des tas de choses que j'ai encore à découvrir avec vous en travaillant. Et le fait qu'on n'écrive pas d'emblée, le fait qu'on n'écrive pas d'emblée la meilleure constitution et le fait qu'elle soit pas parfaite n'est pas un problème du tout. Vous croyez quoi? Que les constitutions sont parfaites, que les choses sont... Rien n'est parfait, voilà. On va se tromper. Quand on va écrire la première constitution, on va se tromper et on le corrigera, voilà, parce qu'on aura prévu les rouages pour la modifier. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Thierry. Alors justement, en ce moment de la discussion, je voudrais souligner un point qui est important. C'est une critique d'ailleurs qui vous est faite parfois. Je vais essayer de parler plus fort. Peut-être en vous mettant sur le côté, ça vous a... Je vais évoquer une critique qui est parfois faite à Étienne Chouard. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites à l'encontre d'Étienne Chouard qui sont tout à fait stupides. Mais il y en a une quand même qu'on peut retenir, enfin moi que parfois je retiens quand même, c'est une critique que je m'adresse à moi-même parfois d'ailleurs, c'est celle de la naïveté. Je pense en fait que nous ne soupçonnons pas toujours en fait la perfidie et le maléfice des entités auxquelles nous nous opposons. Parce que ici nous sommes en train de réfléchir sur la meilleure manière de proposer une constitution, donc une sorte de méta-loi, c'est une loi qui est au-dessus des lois, une loi qui permet de définir le cadre dans lequel les lois s'exercent et dans lequel le pouvoir s'exerce. Mais ça a bien été dit d'ailleurs par vous-même tout à l'heure, peut-être que même si nous étions 30 millions dans la rue, c'est-à-dire tous les Français adultes dans la rue, il faut bien penser que cette intelligence collective n'est pas forcément un pouvoir collectif. Donc à un moment donné, on doit se poser la question de la charnière entre l'intelligence collective et le pouvoir collectif. Or ici, il y a un gros problème, qui est un problème qui est assez subtil et qui est récurrent dans l'histoire, qui est celui de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que l'intelligence collective, ça me plaît bien comme idée. C'est-à-dire qu'effectivement, on réfléchit ensemble
et notre intelligence collective est même plus que l'addition de l'intelligence individuelle. En revanche, la volonté collective, c'est quelque chose que je trouve qui est un peu plus inquiétant. C'est-à-dire que quand j'évoque le concept de volonté collective, je vois plus des foules qui marchent éventuellement au pas de loi, enfin des masses qui sont dirigées de l'extérieur. Donc ça, c'est un problème, à mon avis, qui est crucial, parce que les personnes en face de nous qui veulent vers des pouvoirs, elles ne peuvent pas utiliser la volonté collective. C'est-à-dire les médias, effectivement, pour manipuler les masses, de façon à en quelque sorte, à obtenir le comportement... à maintenir, disons, l'état d'esclavagisme global, la servitude, avec le concours des esclaves, réduit à une sorte de masse, une sorte de pâte, hein, dans laquelle il n'y a plus vraiment d'individus, dans laquelle il n'y a plus du tout de volonté personnelle. Donc il me semble que parmi les choses que nous devons nous communiquer les uns les autres, et peut-être aussi communiquer aux enfants, il y a le devoir de non-obéissance. C'est-à-dire être résolu à ne jamais obéir. Ça ne veut pas dire désobéir pour désobéir. Ça veut dire ne jamais obéir, ne jamais faire une chose avec laquelle on n'est pas d'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre culture. Nous sommes éduqués, nous sommes formés pour être obéissants. À propos d'obéissance, il faut que je réfléchisse à votre formulation. Parce que moi, pour l'instant, j'en étais à celle d'Alain, dont je vous parle souvent. Ce bouquin c'est peut-être peut-être mon meilleur bouquin. C'est un bouquin dont je vous ai déjà beaucoup parlé en conférence. Les propos sur le pouvoir d'Alain, c'est une merveille, une invitation à la défiance. Alors pas à la désobéissance précisément. Alain, qui vraiment, c'est un bonhomme immense, quoi. Alain, pour qu'il y ait une paix sociale et en même temps qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir, lui il dit il faut absolument obéir, mais il ne faut jamais respecter, il ne faut jamais admirer, jamais applaudir. Il faut être toujours méfiant, toujours défiant. Et un peuple défiant conduit ses maîtres, conduit ses directeurs du moment à ne pas faire n'importe quoi. Mais tout en obéissant pour que ce ne soit pas la guerre civile. Alors, moi je suis capable tout à fait de reconsidérer une conviction, une certitude. Hein. Mais il faudrait confronter un peu plus longuement ces deux thèses, celle que vous dites qui consiste à ne pas obéir. Je ne sais pas si on peut faire société. Pour Rousseau, il faut absolument qu'on obéisse. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux lois, donc au processus de fabrication des lois pour être sûr qu'il n'y a pas de loi scélérate. Il faut qu'on ait un mécanisme de destruction des lois scélérates si jamais elles adviennent. Mais une fois qu'on a ces protections-là, il paraît très important que nous obéissions. Sinon, comment on va faire pour se protéger des forts? Comment on fait pour se protéger des forts avec une loi auquel le fort n'est pas obligé d'obéir? C'est obéir ou adhérer? Ah oui, alors, mais obéir. Comment est-ce que la loi va faire pour me protéger si le fort n'obéit pas? Il faut qu'il y ait à la fois cette protection contre les lois scélérates, parce que je ne consens à obéir qu'aux lois qui ne sont pas scélérates, mais à partir du moment où ça y est, je me suis protégé des lois scélérates, il n'y en a pas, s'il y en a, je m'en débarrasserai. Les lois, il faut que je consens à y obéir parce que j'ai compris que j'y gagne plus que j'y perds, puisque c'est les forts qui vont y perdre. Je pense que ce n'est pas exactement le concept d'obéissance que vous décrivez. C'est le concept de consentir à. C'est-à-dire, je peux m'arrêter à un feu rouge, pas parce que j'obéis au feu rouge, mais parce que je consens à la loi qui fait que je pense qu'il est bon de s'arrêter au feu rouge. Et je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. En outre, il faut toujours envisager à chaque fois l'inconvénient et l'avantage de quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients à obéir, à être dans un système obéissant, qu'à être dans un système non obéissant. Car je pourrais vous fournir de nombreux exemples de situations que nous avons connues ou que nos ancêtres ont connues dans l'histoire, où l'obéissance a produit des catastrophes. Et je pense que l'obéissance a produit plus de catastrophes que la non-obéissance. L'obéissance pour obéir, l'obéissance aveugle.
Oui, je pense à l'obéissance au sens où Hannah Arendt l'a décrit dans le totalitarisme. Oui, bien sûr, le totalitarisme se nourrit des obéissances, oui, bien sûr. Car il y a une satisfaction à obéir. Oui, bien sûr, puis il y a plein de gens qui ne veulent pas du tout faire de politique, ils veulent obéir. Ça, c'est bien plus confortable. C'est très, très, très déstabilisant et inconfortable d'être libre. C'est incroyablement responsabilisant. Et il y a très peu, en fait, il y a assez peu d'humains qui aspirent à ça. Donc, on va avoir du mal à avoir, évidemment, 100%, mais même 50% de citoyens, des gens qui veulent. Et donc il faudrait arriver à trouver un système dans lequel une minorité importante, 10, 15, 20% peut-être de gens toniques intellectuellement, mais rendus incapables de devenir un tyran parce qu'il n'y a plus aucun pouvoir, il n'y a plus aucune accumulation de pouvoir possible. Et qui permettent quand même, de diriger les gens en leur donnant la garantie qu'ils seront pas mal dirigés, que ce ne seront pas des mauvais maîtres, alors qu'ils sont très 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 soumis. Ce sont encore des points de sémantique, c'est intéressant. Doit-on être dirigé? Par exemple, tous ces mots-là sont... Est-ce que, alors, vous dites doit-on être dirigé? Et ce que je disais, c'est surtout, veut-on? Il y a plein de gens qui veulent être dirigés. Le problème, c'est pas tellement de doit-on. Si on se mettait en surplomb en disant il faut qu'on soit dirigé ou il ne faut pas qu'on soit dirigé, on serait en train de faire la morale pour les autres. Qui est-on pour dire ça? Mais surtout, qu'est-ce que veulent les gens? Alors, c'est possible que le dressage que nous subissons depuis 200 ans d'institutions fermées dans lesquelles nous n'avons aucune puissance politique, il est possible que ces institutions nous aient progressivement totalement désappris à faire de la politique. Ça nous a désactivés politiquement et ça donne cette espèce d'apathie incroyable où plus personne ne veut faire de la politique. Et il est possible que de nouvelles institutions, comme on l'a vu en 2005, quand on a ouvert les institutions, quand on a dit il va y avoir un référendum et ce que vous allez décider, ça va décider, tout le monde s'est mis à faire de la politique alors qu'on annonçait que ça va les enquiquiner, c'est un texte poussiéreux, qu'est-ce que vous allez leur poser cette question? En fait, tout le monde s'est mis à parler de politique et donc c'est bien un signe, c'est vrai que ouvrir les institutions changerait sûrement le nombre de personnes capables d'aspirer à être libres et à faire de la politique. Elle est à la fois bonne et dangereuse. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ne donnons pas le pouvoir au peuple parce qu'il peut décider des lois auxquelles on va obéir et qui vont nous mener à la catastrophe. Et c'est comme ça que, par exemple, l'Europe a été construite par des gens qui considéraient qu'eux avaient la vérité, que le peuple déconnait. L'Europe a été construite par des démophobes. Donc cette idée est bonne, des gens qui détestent je pense le peuple. aussi qu'il faut voir le danger qu'elle recèle. Derrière cette idée, il peut y avoir l'idée que le peuple va décider de lois qui vont l'enchaîner. Voilà. Il faut faire attention à cette idée. Ah, attends, non, il y avait un monsieur là-bas derrière. Et ça fait longtemps qu'il demande. Ah oui, il y a plein de gens qui ont levé la main depuis longtemps. Tout le monde veut parler. Il lève plus la main, donne-le à ceux qui se sont levés. Ah, on n'entend rien. C'est quoi ton prénom? Fabrice. La question de la sortie concrète du mouvement, donc c'est obtenir un processus constituant comment on l'obtient. Dans l'histoire, je connais comme ça, grosso modo, trois façons. L'insurrection armée, l'effondrement du système, où on voit dorénavant des insurrections plus ou moins pacifistes avec moins de 70. Islam. Oui, mais c'est un référendum décidé par le corps public. T'es dans le biais du système. Enfin, il y a aussi l'élection d'un Chavez, par exemple. Hein, où ça peut... Par exemple, la représentation pourrait générer ce changement. Mais la question d'un mouvement comme l'antivirus, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut en fait. Est-ce qu'on veut profiter d'une situation insurrectionnelle? Est-ce qu'on doit, dans les 10 ans de situation insurrectionnelle grave, on veut en profiter, l'orienter, la déclencher? Est-ce qu'on veut utiliser le système pour générer son renouveau? La question de la sortie concrète, elle est sortie plusieurs fois. J'attire votre attention sur le fait que si nous nous insurgions aujourd'hui,
Je veux dire, 99% des gens demanderaient l'élection d'une assemblée constituante parmi les professionnels de la politique. Hein. Je veux dire, on n'est pas prêt du tout. Je veux dire, il est beaucoup trop tôt. À mon avis, il est beaucoup trop tôt. Et ça pourrait aller très vite, mais il faut qu'on s'en occupe, quoi. Hein. Je veux dire, à mon avis, le préalable à un quelconque changement, c'est que nous changions en nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devenions aspirants, constituants. Il faudrait qu'on devienne autre chose que ce qu'on est en ce moment. Et pas seulement une poignée de 100 personnes ou 200 personnes dans une salle. Il faudrait qu'on soit un nombre significatif. Donc il faut vraiment qu'il y ait un travail d'éducation populaire qui ne fait que commencer, quoi. Alors, je sais bien, il y a plein de jeunes gens qui bouent, ils ont le sang qui boue en disant mais quand est-ce qu'on fait quelque chose? Mais attends, mais c'est pas rien de s'entraîner, de faire des ateliers. Je sais que c'est plus intellectuel que ce à quoi ils auraient pensé au premier abord, mais c'est pas du tout inutile. C'est absolument indispensable. Donc c'est pas ne rien faire. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends que vous ayez le sang qui moi aussi, j'en rage quand j'entends les nouvelles, mais... Comment? Ce qui est le fédérateur pour un réel fédérateur, un objectif, un mot d'ordre direct, clair. Comment on fait? On voit la voie simple, direct, on sait où on va, on peut y aller. On pourrait devenir des millions de votations. Il y avait le monsieur avec le bleu. Oui. Bonsoir, Walter. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que finalement notre société moderne n'a pas montré la nature profonde de l'homme, à savoir finalement un homme qui, dès lors qu'il touche un peu de confort, devient calculateur, égoïste, voire asocial? Et l'exemple que vous donniez sur les Inuits, ben, il peut effectivement corroborer cette pensée, à savoir qu'on reste solidaire parce qu'on est dans un monde qui est le monde polaire, avec les vicissitudes météorologiques qui peuvent exister, donc on a besoin d'être soudés, et donc il y a une sorte d'accord tacite qui se fait. On voit par exemple au Brésil, la ville où il y a les réunions Porto Alegre, à Porto Alegre, enfin l'État, où finalement ça n'a pas transpiré dans les autres États. Ça s'est déclaré à cet endroit-là parce que c'était un quartier où en l'occurrence il n'y avait pas d'accès à l'eau courante, que les systèmes sanitaires publics étaient inexistants, qu'il n'y avait pas de prestations de public. Et une fois que ces prestations sont arrivées, suite à effectivement cette prise du pouvoir par le peuple, eh bien, on a constaté qu'il y a eu des défections dans les ateliers de vie de quartier, dans les assemblées citoyennes. On peut aussi faire le parallèle avec le milieu ouvrier, qui est resté très soudé tant qu'il y avait à défendre pour la survie, et que dès lors que les années 50 sont arrivées, eh bien, le frigo, son propre chiotte, et on ne s'occupe plus de son voisin, et ça on peut le décliner à l'infini, j'ai envie de dire. Voilà, c'était finalement, la question elle porte sur le rapport entre l'intérêt immédiat privé, individuel, versus l'intérêt général qui doit guider normalement nos pensées. À partir de quand à partir de quand on est capable de s'intéresser à l'intérêt public, avec quel rapport sur notre propre intérêt privé? Voilà. Il me semble que vous êtes la preuve vivante que vous avez tort, heureusement. J'espère. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, tous autant qu'on est là, on vit confortablement, on a, par rapport à tous les pauvres gens du monde, on est quand même pas mal gâtés. Et pourtant, on se préoccupe du bien commun et on est soucieux de la guerre qui vient et de justice sociale. Ceci dit, je vois bien, je sais bien, hein, je fais la même observation que vous et vous avez raison. Simplement, je ne prends pas ça comme une fatalité. J'observe que quelqu'un qui est égoïste, moi je suis prof, donc j'ai l'habitude de voir des gens changer quand je fais confiance aux gens, même quelqu'un qui paraît perdu, enfin bon, on n'y arrivera jamais, mais c'est pas vrai. Vous faites confiance à quelqu'un, il se transforme en bien.
Je cherchais tout à l'heure le... J'ai le bordel là-dedans. Bon, je ne le trouve pas. Je cherchais le bouquin de Saint-Omer. Comment il s'appelle? Petit dictionnaire de l'expérimentation démocratique, quelque chose comme ça. Saint-Omer, S-I-N-T-O-M-E-R. Formidable bouquin qui décrit les expériences de tirage au sort partout dans le monde. C'est épatant, ça fout la pêche ce truc-là. Ça tirage au sort, ça marche. Et qu'est-ce qu'on observe? Je pense à l'Assemblée constituante de Colombie-Britannique, Vancouver, à l'ouest du Canada, où une assemblée a été tirée au sort parmi des gens, des Pékins, des gens qui regardaient la télé en buvant de la bière, en bouffant du popcorn et en faisant des blagues à la con. Des gens, tu n'aurais jamais dit qu'ils seraient capables de penser à la Constitution. On tire au sort ces gens-là, on leur dit vous allez écrire le code, pas toute la Constitution, mais le code électoral, qui est un partie technique de la Constitution, et vous allez réécrire le code électoral pour en faire quelque chose d'un peu plus démocratique et plus respectueux de la volonté du peuple. Ces gens-là se sont mis à avoir une pétoche. Ils l'ont expliqué aux journalistes, la peur qui les a pris au ventre. Ils me disent « Attends, mais je ne suis pas capable, mais je ne sais même pas ce que c'est ce truc-là. » Et ils ont expliqué comment ils se sont transformés quand on leur a fait confiance, ils pouvaient pas, enfin s'ils se trompaient pour tout le monde. C'est-à-dire que le pays les regardait, le pays c'était la Colombie-Britannique, l'État, les regardait et on comptait sur eux pour écrire un bon texte, quelque chose qui tienne bien la route. Ils se sont arrêtés de regarder la télé, ils se sont mis à lire des bouquins, ils se sont mis à s'écouter parler du bien commun, ils se sont mis en se ressemblant à faire monter le niveau. Et ils expliquaient aux journalistes comment, à la fin de ces travaux, au bout de mois de travaux, ils pleuraient de joie d'avoir... Ils croyaient pas, ils n'auraient jamais cru qu'ils étaient capables de faire ça. Ils y sont très bien arrivés. Et en fait, c'est des gens qui étaient complètement éteints. Vous n'auriez jamais dit ça d'eux. Donc, si vous voulez... Vous présentez cette apathie, et je comprends que ça vous effraie, parce que c'est effrayant, mais en même temps, c'est effrayant si on est sûr que c'est une fatalité, qu'on y arrive, voilà, que c'est leur race, vous voyez, que c'est dans leur gène, que cette apathie et ce désintérêt politique... le prenez pas en mauvaise part, mais ce serait du racisme de penser ça, vous voyez, ce serait dans leur nature et ils ne pourraient pas changer. Mais si vous êtes prof, ou même si vous croyez au progrès des gens, ou même à la politique, simplement la politique, vous savez bien que les gens peuvent changer. Et ce qu'il faut qu'on trouve, c'est qu'est-ce qui va réveiller les gens, qu'est-ce qui va les... Pendant que je vous parle, une idée me vient de quelque chose dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps à la radio à propos de Montaigne. Montaigne, j'aurais dû prendre le bouquin, mais c'est vraiment lourd, quoi. À trimballer, c'est un gros... Mais c'est un bouquin fabuleux, hein. La traduction de Lanly, donc pas n'importe quelle version, hein, la traduction en français moderne, donc il se lit comme du petit lait. C'est une merveille, ce bouquin. Et quand Montaigne explique que nous... Alors, pourquoi j'étais parti sur... Je viens de perdre le fil en ouvrant ma parenthèse, on parlait de l'apathie, et pourquoi je disais... Mince, j'ai perdu mon fil, moi. Attention à la radio. Oui, mais... Tu vois, il est tard. Ah, j'ai perdu mon fil, moi, à parler même. Bon, c'est pas grave. Bon, ça me reviendra quand je chercherai plus. Je rouvrirai ma parenthèse, mais c'est quelque chose d'important, parce que, en fait, Montaigne montre qu'on est... On se transforme en fait en bien quand on se fait confiance. Quand on fait confiance aux gens, ils se transforment en bien. J'espère que vous vous trompez en imaginant que c'est définitif et que finalement, dès que l'homme est riche, il devient égoïste et calculateur. Il y a cette tendance-là, mais moi je vois bien que dès que... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. C'est Montaigne qui explique donc que il dit « J'apprends beaucoup mieux avec les... » Alors ce serait mieux que je vous lise les mots de Montaigne, mais je ne connais pas vraiment bien par cœur, mais je vais vous le dire en substance. « J'apprends beaucoup mieux par le spectacle de ce qu'il ne faut pas faire et qui me... Par révulsion, par rejet, me conduit à me comporter bien parce que je vois ce que je ne veux pas être. Je réagis mieux en voyant un idiot qui me pousse à être intelligent qu'en voyant le spectacle positif d'un intelligent qui me donnerait, soi-disant, envie de lui ressembler. Non, ça me convainc moins, dit Montaigne. Je suis plus convaincu par l'opposé de ce qu'il faut faire et qui me repousse, qui me répugne et qui me conduit plus par répulsion. Je suis plus conduit par répulsion que par attirance. Et là, il y a peut-être un mécanisme
que nous pourrions utiliser. Au lieu de donner l'exemple, il faudrait montrer les conséquences de ce mauvais comportement d'apathie. C'est-à-dire montrer, comme le nez au milieu de la figure, toutes les conséquences néfastes de cette apathie. Et à ce moment-là, en voyant, de façon concrète les conséquences néfastes de l'apathie, les gens apathiques peut-être sortiraient mieux de leur apathie qu'avec le spectacle de gens qui se donnent du mal, qui ne suffit pas à les conduire à se donner du mal aussi. J'étais un peu long, un peu tarabiscoté, mais c'est une idée que je trouvais intéressante chez Avec des mises en scène. Avec des mises en scène, voilà, oui. Souvent, je dis que nous devrions trouver, il faudrait que je cherche, il faudrait que nous cherchions, je ne pourrais pas faire ça tout seul, mais une espèce de liste des problèmes des gens, les problèmes les plus importants pour eux, et leur montrer, alors il faut arriver à le dire avec quelques mots, le lien direct, parce que je le connais moi avec tous leurs problèmes, même, j'exagère si je dis l'infidélité de leur conjoint, mais c'est incroyable le nombre de problèmes qui sont liés à la Constitution. Et montrer que, bon, peut-être pas l'infidélité, mais c'est incroyable le nombre de problèmes, nos bas salaires, notre insécurité, notre malaise, le sentiment d'inutilité ou d'impuissance. C'est incroyable le nombre de problèmes importants que nous vivons au quotidien qui ont leur source quasiment directe dans la Constitution. Et il faudrait faire un document qui le montre, avec des mots qui soient simples et percutants, et avec peut-être des images ou des sons, je sais pas, enfin il faudrait arriver à faire ce... Oui. Donc peut-être on va prendre juste une dernière intervention, puis ça passe très vite, on conclura... Je propose qu'on vote. Parce que tout simplement, il faut que nous rangions la salle, que nous la rendions, de façon à ce que le gardien puisse la fermer. Il est déjà très tard, voilà. Vous pouvez inscrire votre adresse mail pour qu'on vous recontacte si vous êtes intéressé pour le fait de poursuivre ces travaux. Si vous faites des ateliers que tous les mois, vous ne maintenez pas la pression. Vous allez vous endormir. Non. Alors, madame, il me semble qu'il faut que ce soit toutes les semaines, quoi. La dernière intervention, et puis tu diras... Ça peut être court d'ailleurs, oui. Ça peut être court, hein. Vous pouvez vous réunir à 2 ou 3, même tout seul, hein. Vous pouvez vous réunir tout seul, hein. Mais faites-le souvent, quoi. Il faudrait que cette idée... je finis avec moi-même tous les jours. Oui, mais est-ce que tu te réunis tous les jours pour penser la Constitution? Non, enfin, Constitution, d'autres choses. Madame. C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Comment vous appelez-vous? C'est pas grave. Guénaël. Juste pour dire, c'était pour rejoindre un peu les propos qui ont été tenus tout à l'heure sur ma gauche, sur la désobéissance civile pacifiste. Donc, je pense qu'on a encore des petites marges de manœuvre individuellement là où on est, avec la place où on a. Il se trouve, moi, je suis dans le public, je suis hospitalier, je suis dans le pouvoir, désolé, voilà. Donc, j'assume pour dire que aujourd'hui, dans le secteur public, grâce à l'Europe et donc la révision au niveau du public pour diminuer le nombre de fonctionnaires, moi, on m'a demandé récemment, le directeur m'a demandé de fermer une structure de soins pour des personnes toxicomanes. Et donc, je me suis opposée d'une manière pacifiste, et ça n'a pas été facile du tout. Et j'avais des équipes avec moi, etc. Donc, aujourd'hui encore, cette structure existe. Donc, je pense qu'il y a encore des petites marges de manœuvre. Excusez-moi de dire ça comme ça. De la place que l'on tient, que ce soit à l'université, même dans le milieu d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne des outils pour accélérer le processus de privatisation. On nous laisse plus dans la servitude volontaire, et je parle de servitude volontaire. Je veux dire, on est de plus en plus formaté, on nous met des outils qui sont des bombes, mais vraiment des bombes, pas au niveau du management par exemple, des bombes pour accélérer le processus, pour qu'on soit plus performant avec moins de moyens. On appelle ça l'efficience. Et je sais parce que je suis formée à ça, et je suis très très critique de ces outils-là. Je pense que c'est une prise de conscience de là où on est, de la place que l'on tient, qu'il y a encore des zones de résistance, mais pour être crédible, il faut être pacifiste. Et pour être crédible, il faut bien connaître son adversaire. Donc moi je ne parle pas de personne, mais je parle de comportement
je parle d'un esprit, je parle, voilà. Je pense que ce n'est pas des personnes qu'il faut attaquer, mais c'est vraiment un état d'esprit. Hein, donc où effectivement l'argent devient le roi au lieu d'être le serviteur. Donc je veux dire, et je pense qu'on a encore des petites marges de manœuvre. Et ça demande des résistances, ça demande aussi de sensibiliser les gens autour de nous et de les emporter là où on est. Là où on est. Que ce soit à l'école, un colibri. À la fac, et je crois que, je crois vraiment à ça, et je crois vraiment que par la résistance pacifiste et de pouvoir désobéir et de dire pourquoi on désobéit. Je crois à l'éthique de la responsabilité, je tiens à le dire. Et il y a une éthique aussi, il peut y avoir une éthique aussi dans le pouvoir. Donc voilà, c'était ma petite intervention du moment, parce que je viens de le traverser. C'est pas facile de dire non, c'est pas facile de se positionner et de dire pourquoi et de tenir bon. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut aussi penser des systèmes de protection pour nous, pour les gens qui commencent à résister. Parce qu'effectivement, en face, c'est très très difficile, hein, c'est le rouleau compresseur. Et donc effectivement, il faut qu'on puisse aussi raisonner dans les systèmes de protection. Syndicat, collectif, effectivement, sortir du côté individuel, hein, parce que tout est fait pour individualiser, pour se responsabiliser individuellement. Voilà. Et donc je pense qu'il faut vraiment, oui, c'est divisé pour mieux régner, et je crois qu'il faut vraiment commencer à penser un peu plus collectif là où on est. Commencer à dire, ouais, c'est une petite intervention. Alors. Pour rebondir sur ton intervention, je pense que ça n'a pas été dit, c'est très important, et on en a parlé tout le monde. L'action concrète qu'on peut faire tous les jours, qui est de l'autre facette, et qui est vraiment politique, c'est la manière dont on dépense son argent, la manière dont on vit tous les jours, la manière dont on consomme. Et si demain, et ça c'est sans changer la Constitution, si demain on consomme aux petits producteurs locaux où on énonce des travailleurs, des gestionnaires et de patrons, demain le monde change en 2 secondes. C'est simplement, on fait 100 personnes, si 100 personnes ils achètent leur papier toilette à une entreprise où c'est les salariés qui travaillent pour eux-mêmes, par eux-mêmes, et qu'on partage peut-être à la fin du travail de demain, on n'a même plus le temps de penser à l'entreprise. Je pense que la conséquence, c'est une médaille de face, c'est d'un côté penser à la question, penser à comment on doit travailler, comment on doit et l'autre côté, c'est au quotidien penser intelligemment et vivre intelligemment avec les gens qui nous font. Et ça, je pense que si on n'allie pas les deux, l'un ne marchera pas sans l'autre. Voilà. Merci. Non, moi j'ai juste une très rapide. J'ai plus la même idée, la technologie de l'esclavage. Pensez à l'esclavage du gardien. Qui est en même pour les hôpitaux, pour les enfants. C'est le 1% des gars. Pensez à prendre un imprimé. Pensez à prendre un imprimé en sortant des citoyens constituants pour vous informer et laisser vos coordonnées si vous voulez qu'ils vous tiennent au courant. Merci à vous d'être restés si nombreux plus tard.